Et voilà. Tout a commencé le jour lointain où j'ai regardé d'un certain œil ma tante Rachel couchée dans son lit à la mode d'autrefois, si frêle, si désarmée. Elle était vieille, malade, et tout le monde s'attendait à la voir passer d'un jour à l'autre. Si près de sa fin, elle avait gardé intact son sens de l'humour. À quoi penses-tu, Julian? Je me dis, ma chère tante, que rien ne serait plus facile que de vous assassiner. On vous trouverait morte dans votre lit un beau matin. On penserait que vous avez tout doucement rendu l'âme pendant votre sommeil. Le docteur Maitland ne ferait aucune difficulté pour délivrer le permis d'inhumer. Et vous voilà enterré sans histoire. Cela a l'air tout simple, en effet. Et mon assassinat serait sans doute un crime parfait. Mais si la question n'est pas trop indiscrète, mon neveu, pourquoi t'en prendre à moi? Mon Dieu, tante Rachel, vous savez bien que tous les écrivains, tous les bons écrivains, mettent à profit leur expérience personnelle. Les auteurs de romans policiers doivent gagner des tas d'argent. Je l'espère. J'en suis encore à mon coup d'essai, vous savez. Bien sûr. J'ai beaucoup de sympathie pour toi, Julian. C'était vrai. À sa mort, quelques semaines plus tard, ma tante Rachel me laissa 500 livres sterling. C'était peu, eu égard à sa richesse. Je ne pus cependant moins faire que de dédier à sa mémoire mon premier roman, Artiste en crime. Le reste de la fortune de ma tante, y compris sa résidence d'Overton Lodge, revenait à ma cousine Claire. J'avais perdu Claire de vue depuis son mariage une douzaine d'années plus tôt avec un vague employé de la cité du nom de Jeffrey Hale. Je m'arrangeai pour la rencontrer chez des amis communs et pour qu'elle m'invitât à Overton Lodge. Mon cher Jeffrey, veux-tu sortir de ton journal? Voici mon cousin Julian Drew. Tu te souviens de lui? Oh, ça va, Julian? Bonjour. C'est gentil à vous de passer nous voir. Julian va rester ici quelque temps. Je lui ai demandé de m'aider à remettre la maison en état et à la décorer de façon convenable. Il a du goût. Et après tout, il connaît Overton Lodge mieux que moi. Je vous souhaite du bon temps, mon vieux. Je vais te conduire à ta chambre, Julian. Tu excuseras Jeffrey, il est tellement fatigué. Agnès a déjà monté ta valise. Agnès? Ah, c'est vrai, tu la connais. C'est Mrs. Skinner. Elle était déjà la femme de charge de tante Rachel. Elle est si utile dans cette maison, la chère Agnès, et si obligeante. Je m'en suis fait presque une amie, tu sais. Et les autres domestiques? À part Mrs. Skinner, je n'ai gardé que le vieil Adam Varley, le jardinier. La chère Agnès aime tout faire par elle-même. C'est tout juste si j'ai pu lui faire accepter une femme de chambre pour l'aider. Elle ne doit pas se fatiguer beaucoup. La pauvre tante Rachel aurait du mal à reconnaître sa maison sous cette robe de poussière et ses voiles de toile d'araignée. Et tout a besoin d'être refait à fond. Cette chambre, par exemple, la mienne. C'était la chambre de tante Rachel. Oh, c'est hideux, ce lit à baldaquin. Et ses tapis et ses papiers peints sinistres. Jeffrey doit lui aussi détester ça. Jeffrey? Je ne lui ai pas posé la question. Il ne s'intéresse guère à la maison. D'ailleurs, il couche à côté, là. Là, dans ce cagibi qui servait de cabinet de toilette à tante Rachel? Oui. Et maintenant, Julia, te voilà chez toi. Ah, mais c'est la chambre que j'avais la dernière fois que j'étais ici, juste en face de celle de tante Rachel. Ah? Si tu as besoin de quelque chose, tu n'auras qu'à appeler. Il y a bien une sonnette au chevet du lit, mais elle ne marche probablement pas. Je te laisse... Oh. Claire! Mais elle se trouve mal! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vous. Qu'est-ce que vous avez fait à la pauvre petite pour qu'elle ait encore une crise? Une crise? Mais une crise de quoi? Mais d'asthme, pardi. Ce traître s'est malade. Si vous m'aidiez au moins à la porter dans sa chambre. Oui. Voyons, prenez-la comme ça. Voilà. Attention. Claire ne semblait plus se ressentir du tout de cette crise le lendemain matin, lorsque je descendis pour le petit déjeuner.
Elle n'était pas seule dans la salle à manger. Viens, Julian, que je te présente à Claudia Stone. Enchanté. Vous arrivez, Miss Stone? Non, je pars. Ah. Claudia est notre voisine, elle habite le bungalow en bas de la côte. Nous avons bavardé très tard hier soir et elle a parqué pour la nuit dans la chambre à côté de la tienne. Je te sers une tasse de thé, Julian? Merci. Ah, mais je n'ai pas fini les présentations, c'est mon cousin Julian Drew, chérie. Julian, Claudia est dans la même partie que toi. Elle écrit. Ah, des poésies peut-être? Bon, ne dites pas que vous n'avez jamais lu la chronique astrologique de Madame Aquarius dans le Sunday Courier. Vous allez vous faire une ennemie mortelle de Claudia Stone. Claudia est tout simplement un génie. Elle a fait mon horoscope des douzaines de fois. C'est bien le plus drôle. Si l'avenir est fixé par les astres de toute éternité, quel sens cela a-t-il de se faire tirer son horoscope des douzaines de fois? Jeffrey. Quelle foutaise. Je m'en vais, chérie. Oh, il vous a insulté, Claudia. Il ne cesse d'insulter mes amis. Oh, vous savez. Je le déteste, je le déteste. Allons, mon petit, faut pas faire attention à lui. Venez avec moi. Monsieur? Oui. Qui êtes-vous? Moi, je suis Rose, la femme de chambre. Vous feriez mieux de finir votre déjeuner sans vous occuper des autres, vous savez. Dans cette maison, personne ne fait attention à rien, ni à personne. Ah. Le soir de ce même jour, devant un verre, Jeffrey me parlait de sa femme. Naturellement, mon vieux. Vous avez compris de quoi il retourne. C'est l'argent qui lui a monté la tête. Claire est certainement un peu bizarre. Bizarre? Dites qu'elle est dingue, oui. Vous ne devez pas toujours avoir la vie facile. Je ne suis presque jamais là, heureusement, j'ai mon travail. Je ne savais pas que Claire était malade. Son asthme, oui, ça la tient depuis des années, avec des hauts et des bas. Mais il semble que ça ait empiré ces derniers temps. Elle a aussi quelque chose au cœur. Il lui arrive de s'évanouir. Oui, j'ai vu. Mais on ne peut rien faire. Elle n'arrête pas de changer de docteur. Elle pense qu'ils sont incompétents quand elle ne s'imagine pas qu'ils veulent l'empoisonner. Le dernier en date, le vieux Maitland, se fait rembarrer quand il prétend la soigner sérieusement. Il n'a jamais voulu écouter personne. Enfin. Je suis content d'avoir bavardé un petit peu avec vous, mon vieux. Le coup de l'étrier? Non, merci. Qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Ça? Rien, c'est la radio de Rose, la femme de chambre. Elle l'a fait hurler de cette façon à cette heure de la nuit. Ici, vous savez, c'est la maison du bon Dieu, tout le monde fait ce qui lui plaît. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir. La maison du bon Dieu. Jeffrey avait bien raison de baptiser ainsi Overton Lodge. À chaque week-end, un raz-de-marée de gens plus ou moins bizarres y déferlaient le vendredi pour en refluer le lundi, la laissant joncher de débris comme après un bombardement. Tous ces visiteurs étaient des amis personnels de Claire et se souciaient de son mari comme d'une guigne. Ce fut au cours d'un de ces week-ends que les choses prirent un tour intéressant. Le vendredi, Jeffrey rentra de Londres plus tôt qu'à l'ordinaire. Il n'était pas seul. Claire, je te présente Miss Kay Brent, ma secrétaire. Elle est venue terminer un travail urgent. Enchantée, Miss Brent. Madame? Vous passez le week-end avec nous, naturellement? Non, je reconduirai Miss Brent en voiture à la gare après le dîner. Oh, c'est dommage. Tu sais que j'ai du monde ce soir. Je suis sûre que ton ami danse à ravir. Claire avait bien deviné. Miss Kay Brent dansait à ravir. Il eût été vraiment dommage que cette Kay Brent parte aussitôt après le dîner. Regardez-la danser avec Jeffrey, Julian. Oui, ils font un couple parfait. Eh bien, Miss Brent, vous vous êtes décidée à ne pas rentrer à Londres ce soir. Oh, mais si. Mr. Hill va me conduire à la gare pour le dernier train. Le dernier train est parti il y a une demi-heure. Mon Dieu. Mr. Hill. Mr. Drew me dit qu'il n'y a plus de train. Ce n'est pas possible. Hélas, si, ma pauvre Kay, nous n'avons pas pris garde à l'un. Mais je vais vous conduire à Londres en voiture. Il y avait apparemment quelque chose qui ne marchait pas dans la voiture de Jeffrey. Sa jeune secrétaire resta donc à Overton Lodge jusqu'au dimanche soir, alors que les invités de Claire s'étaient dispersés inopinément dès le samedi. Ainsi Kay insista-t-elle en témoin discret, comme moi-même, à une petite explication conjugale. À propos, Claire, je vais m'absenter pour un mois. T'absenter?
Mais c'est un voyage d'affaires, ma chère. Et quand pars-tu? Après-demain. Oh, mais c'est impossible. Tu m'as promis de me conduire à ce vernissage samedi prochain, tu sais bien. Quel vernissage? Oh Seigneur, tu veux parler de ce salon du nouveau siècle, n'est-ce pas? C'est bien ça. Oh, j'avais totalement oublié. Je suis vraiment navré, Claire. Mais tu m'as promis. Mais j'en conviens, mais j'y peux rien. J'ai une conférence très importante à Manchester. Oh, et puis ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous venez, Kay? Il est temps que je vous reconduise. À son retour, Jeffrey monta tout droit à la chambre de Claire. Des éclats de voix me parvinrent bientôt. Après quelque temps, Jeffrey, hors de lui, redescendit l'escalier, prit son chapeau et sortit. Quelques minutes plus tard, Claire me rejoignait dans le hall. Tu lisais, cher Julian? Oui, tu vois, je lisais. Tu étais si absorbé que notre discussion et la sortie de Jeffrey ne t'ont même pas dérangé. Il est encore allé se saouler à l'auberge du village. Mais tout à l'heure, à table, tu as dû être très choqué. Je n'ai jamais beaucoup aimé les scènes. Je suis navrée, mais je n'ai pas pu me retenir. Jeffrey me fait sortir de mes gants. Je ne sais pas que ce soit vraiment un mauvais diable, non? Mais il y a des moments où je lui arracherai les yeux. Pauvre Claire. Il doit y avoir autant de ma faute que de la sienne, je l'admets. Mais vois-tu, je cherche vraiment quelque chose. Une lumière que j'ignore. Et Jeffrey ne cesse de me la cacher. Qu'il est sordide. Il aura tout ce qu'il voudra quand je serai morte, mais pas un sou de mon vivant. C'est assez normal, n'est-ce pas, Julian? C'est ton argent? Jeffrey n'aime pas ma façon de vivre. Il se moque de mes invités, tu as vu? Il vaudrait sans doute mieux que je fasse mes paquets. Oh non, ne prends pas ça pour toi, Julian. Jeffrey n'a pas dit un mot contre toi. Au fond, je pense qu'il t'aime plutôt bien. C'est très gentil de sa part. Et puis, j'ai besoin de toi. J'ai si peu de vrais amis, à part Agnès et toi. Tu restes, n'est-ce pas? Tu m'aides tellement par ta seule présence. Je sais que je suis insupportable par moments. Mais je te promets une chose, Julian. Je te promets une chose. C'est de me souvenir de toi. Jeffrey partit le lendemain matin à la première heure, tout guilleret. Et Claire resta très déprimée toute cette semaine-là. Son humeur ne s'éclaircit que lorsque je lui proposai de l'accompagner à ce vernissage. Oh, tout ça est sensationnel. Tu ne trouves pas, Julian? Dois-je être franc? Mais bien sûr. Eh bien, je trouve que ce salon du nouveau siècle est encore une de ces exhibitions d'admirateurs mutuels qui épatent le gogo à bon compte en affublant de titres privés de toute signification des œuvres qui en sont encore plus dénuées. Mais tu n'y comprends rien. Tiens, voilà enfin une toile, une œuvre vraie. Quelque chose de compréhensible. Ce portrait de femme-là, le visage allongé, de grands yeux sombres, des lèvres où joue une ombre de sourire. C'est admirablement peint. De qui est-ce? Autoportrait par Garth Heron. Garth Heron. Garth Heron, mais Claire, n'est-ce pas ce garçon avec qui tu as été plus ou moins fiancée avant d'épouser Jeffrey? Long et flexible comme un roseau. Comme la femme de ce tableau, c'est vrai. Est-ce qu'il n'a pas failli te tuer ou devenir fou quand tu as rompu avec lui? Je le croyais acteur ou artiste de music hall. Garth est aussi peintre. Excusez-moi. Il a tous les dons. Je ne me trompe pas. Que le monde est petit. Bonsoir, Mrs. Hale. Garth. Je laissai les anciens amoureux en tête à tête. Après un quart d'heure, Claire me demanda de la raccompagner à la maison. Elle était très fatiguée. Le lundi suivant, je surpris une conversation téléphonique de Mrs. Keenan. Allô? C'est bien le bureau de Mr. Geoffrey Hale? Pourrais-je parler à Mr. Hale? En vacances? Vous êtes bien sûr qu'il est en vacances? Oh. Pourriez-vous me donner son adresse, je vous prie? Je suis une amie, c'est assez urgent. Non? Eh bien, tant pis.
Le lendemain, Garth Heron se présenta à Overton Lodge. Ses visites bientôt devinrent quotidiennes. Jeffrey, rentrant de son voyage d'affaires, trouva Claire en tête-à-tête avec lui dans le jardin. Claire s'embarrassa dans des explications inutiles. Le spectateur le plus mal intentionné n'eut rien trouvé à redire à son comportement en compagnie de Garth. Celui-ci céda la place sans se départir de son calme, et l'incident finit par une crise de Claire. Après quoi, la vie à Overton Lodge reprit son train-train, jusqu'au jour où Jeffrey me remercia de l'exemplaire de mon livre « Artiste en crime » que je lui avais dédicacé. J'ai lu votre bouquin, Julian. Et c'est une histoire très ingénieuse, vraiment. Merci. Le crime parfait, hein. Pas l'ombre d'une chance que personne découvre le poteau rose. Il suffit d'un oreiller pressé sur le visage de la victime endormie, qui a déjà un pied dans la tombe. Simple et facile. Mais je me demande si ça marcherait dans la réalité. Je crains que vous ne vous mépreniez sur le sens exact de mon livre, Jeffrey. Ah? Ce n'est pas l'histoire d'un crime vulgaire, mais celui d'une œuvre d'art. C'est une étude de caractère. Mon héros est un homme qui conçoit et exécute son crime comme un acte de nécessité, sinon de pitié. La victime est atteinte d'une maladie incurable, elle est malheureuse aussi et sans avenir. Hein? Quelqu'un dans le genre de Claire, en somme. Si vous voulez. Vous êtes un drôle de type, Julian. Et vous n'êtes pas un imbécile. Hein? Encore un verre? Non. L'autre soir, au moment de me coucher, j'ai entendu des bruits dans la chambre de Claire. Je suis allé voir. Elle est encore une de ses attaques. Elle luttait pour reprendre son souffle. Dans une montagne d'oreillers, elle n'a jamais la tête assez haut. Elle cherchait la sonnette à tâtons pour appeler du secours. Je me suis dit qu'il suffirait qu'un de ses oreillers mal échafaudés lui retombe sur la figure, et de la plus petite pression... Vous devenez morbide, Jeffrey. Écoutez, vieux. Écoutez. Ça fait plus de 15 jours que le docteur Maitland est venu la voir. Plus de 15 jours. Vous vous rendez compte? Je voudrais que vous me promettiez une chose. Quelle chose? La prochaine fois que Claire se trouvera mal, si je ne suis pas là, arrangez-vous pour joindre Maitland et dites-lui de venir tout de suite. N'en parlez pas à Claire, n'en parlez à personne. Contentez-vous de téléphoner au docteur le plus tôt possible. Vous le ferez, n'est-ce pas? Si cela peut vous être agréable. Dans les jours qui suivirent, Claire et Jeffrey s'évitèrent délibérément. Une semaine plus tard, pourtant, alors que je montais me coucher, j'entendis leur voix dans la chambre de Claire. Tu finiras par m'y pousser, Claire. Je te préviens, tu finiras par m'y pousser. Quelques jours plus tard, Claire eut une attaque. Je prévins le docteur Maitland. Claire le reçut avec un calme relatif. Il eut en la quittant un tête-à-tête avec Mrs. Kinnan. Les quelques jours qui suivirent, Jeffrey fit une entorse à ses habitudes. Il resta à la maison. Et ainsi arriva le vendredi, que je n'oublierai pas. Le vendredi 14 mai. Claire se sentant mieux, Mrs. Kinnan avait pris son jour de sortie. On sonna à la porte d'entrée, je voulus aller ouvrir, mais Jeffrey m'avait devancé. C'est vous, Kay? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous prend de venir ici? Je vous ai bien dit... Il fallait que je vienne. Je ne pouvais pas attendre. Oh, Jeffrey. C'est ce que je disais. Venez par ici. Claire réagit à peine en apprenant l'arrivée de Kay Brent. Elle était bien trop prise par les préparatifs de la soirée qu'elle avait organisée pour ce jour-là. C'était un bal costumé, et ce fut une réussite. Jeffrey n'y assista pas non plus que sa secrétaire. Parmi les masques, il en fut un qui m'intrigua. C'était l'original vivant du portrait de femme que j'avais admiré au Salon du Nouveau Siècle.
Il ne resta pas très longtemps. Peu après son départ, je vis Claire sortir du hall, gagner l'escalier. Je la suivis. Ça ne va pas, Claire? Oh, Julian, tu vas être un amour et m'excuser auprès de mes invités. Dis-leur qu'ils peuvent continuer à s'amuser ou rentrer chez eux, ça m'est égal. Tu ne vas pas avoir une crise. Oh, s'il te plaît, Julian, fais ce que je te demande et laisse-moi seul. Les invités se retirèrent presque aussitôt. Peu après 10h30, tous étaient partis. Je voulus lire un peu. La radio de Rose hurlait. J'envoyai la femme de chambre me chercher des cigarettes au village. Elle en avait pour 20 bonnes minutes. La sonnette ne marchant pas, j'avais dû descendre à la chambre de Rose. Elle couchait au rez-de-chaussée. J'étais remonté chez moi depuis quelque temps, quand j'entendis grincer le parquet du couloir. J'entrebâillai ma porte. Quelqu'un s'éloignait tranquillement, qui ne pouvait sortir que de la chambre de Claire. La silhouette vaguement familière disparut dans l'escalier. Je me dis que c'était Claudia qui regagnait son bungalow. Je jetai un coup d'œil dans la chambre de Claire. Les yeux clos, elle semblait dormir calmement, un sourire sur les lèvres. Quelques minutes plus tard, Rose revint avec mes cigarettes et s'abstint heureusement de rallumer sa radio. Je redescendis me préparer un verre. J'entendis alors la porte d'entrée se refermer avec bruit. C'était Jeffrey, manifestement ivre. Je lui laissai le temps de regagner sa chambre avant de m'engager à mon tour dans l'escalier. Un bruit m'arrêta devant ma porte. Il venait de la chambre de Claire. Je regardai. Bon Dieu, Jeffrey, qu'est-ce que vous faites là, cet oreiller à la main? Qu'est-ce que vous avez fait? Venez, venez, il faut sortir d'ici. Allons chez moi. Claire est morte, n'est-ce pas? Oui. La porte. Ce ne peut être que Mrs. Keenan qui rentre. Vous vous rendez compte que vous êtes dans le beau drap, Jeffrey, et moi avec vous, si je ne vous dénonce pas immédiatement. Attendez. Mrs. Keenan ne va pas manquer de jeter un coup d'œil dans la chambre de Claire. Surtout, tenez-vous tranquille, j'éteins la lumière. Dieu me pardonne. Dieu me pardonne. Allez-vous vous taire. Dieu me pardonne. Allez-vous vous taire. Dieu me pardonne. Maintenant, écoutez-moi bien, Jeffrey. Vous allez retourner dans votre chambre, vous déshabiller et vous coucher. Et quand demain matin, Mrs. Keenan montrera son café à Claire... Mr. Hell, vous feriez bien de venir ici. Votre femme. Que se passe-t-il, Mrs. Keenan? Votre femme. Elle est morte. Quoi? Appelez le docteur Maitland. À quoi ça servira-t-il? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Appelez le docteur Maitland. Bon, j'y vais. Bravo, Jeffrey. Si vous gardez ce sang-froid, tout ira bien. Je ferais mieux de m'habiller, je crois. Oui. Je descends prendre un verre. Je vous en remonte un? Merci. J'en sens pas le besoin. Bonjour. Oh, Miss Stone, que faites-vous ici? Ainsi, la pauvre petite Claire a fini par mourir. Comment le savez-vous? Et vous? Vous semblez ignorer que je séjourne ici. Et vous, que j'y ai passé la nuit. Ah. Vous êtes descendu pour boire un verre, vous aussi, je suppose. Tenez, je vous propose un toast. À Claire, qu'elle repose en paix. Ce toast n'est pas du meilleur goût. La mort n'est jamais du meilleur goût. Surtout lorsqu'elle survient inopinément. Julian! Oui? Excusez-moi, Miss Stone. Le docteur Maitland vient tout de suite. Pensez-vous, Julien, qu'il puisse faire quelques difficultés pour le certificat de décès? Et pourquoi en ferait-il? Ah, s'il y avait plus de 15 jours qu'il ait vu votre femme... Vous connaissez cette disposition de la loi. En cas de décès d'un malade chronique survenant plus de 15 jours après la dernière visite de son médecin traitant, le certificat de décès ne peut être délivré. C'est là un des ressorts de mon livre que vous avez lu si attentivement, cher Jeffrey.
Heureusement, il n'y a pas 8 jours que le docteur Maitland est venu voir cette pauvre Claire. À ma demande, souvenez-vous. Non, le docteur Maitland ne fit pas de difficulté pour délivrer le certificat de décès. Il l'envoya dans l'après-midi, après que Jeffrey eut eu le temps de conduire Miss Kay Brent à la gare. Le lendemain eut lieu la lecture du testament. Claire laissait la totalité de sa fortune à son mari, sous réserve de quelques legs particuliers. 20 livres à Mrs. Kinnan, 10 livres à Rose, 5 livres au vieux jardinier Adam Varley, 50 livres à Claudia Stone, laquelle s'écria que c'était un scandale, Claire lui devant 275 guinées d'honoraires, prix d'amis, et 1000 livres à son cousin Julian Drew. Quelques mois passèrent, ils virent le remariage de Jeffrey Hale avec sa secrétaire Kay Brent. Certaines personnes le jugèrent un peu hâtif. Et cela amena l'entrée en scène du détective-inspecteur Charles Herriot. Voyons, Mrs. Kinnan. Vous étiez jusqu'au mois de mai dernier au service de Mrs. Jeffrey Hale à Overton Lodge. Vous dites que vous désirez faire une déposition à la police au sujet de la mort de votre patronne. Qu'avez-vous à déclarer? Qu'elle a été assassinée, tout simplement. Assassinée, et par qui? Par son mari. Et quelle raison Mr. Jeffrey Hale aurait-il eu, selon vous, d'assassiner sa première femme? Quelle raison? Mais sa seconde femme, justement. Celle qu'il a épousée sans même attendre que la première soit refroidie dans sa tombe. D'abord, la pauvre Claire, malade comme elle était, il l'a menacée, tout juste un jour ou deux avant de la tuer. Vous avez entendu ces menaces? De mes 2 oreilles. Tu finiras par m'y pousser, qu'il lui disait. Tu finiras par m'y pousser. À quoi, je vous demande? Et si c'est pas lui qui l'a tuée, qu'est-ce qu'il faisait à l'auberge, le vendredi soir, avant que je la trouve morte? Je l'ai vu de mes yeux. C'était mon jour de sortie. Avec une amie, en sortant du cinéma, on est allé prendre un thé. Il était là, à boire tout seul, dans un coin, pour se donner du courage, pardi. Et quand je suis rentrée à Overton Lodge, j'ai trouvé la maison toute vide. C'était pas normal, avec tous les invités qu'il y avait eu ce soir-là. Je me suis dit que la pauvre Claire avait peut-être eu un malaise. Elle était bien tranquille dans son lit. Mais je l'ai entendu, le mari. Il parlait dans la chambre de Julian Drew. Julian Drew? Et son cousin à elle. Un hypocrite et un pique-assiette. Ils avaient éteint la lumière. Et Mr. Hale n'arrêtait pas de répéter « Dieu me pardonne. Dieu me pardonne. » Et qu'est-ce que vous voulez qu'il demande au bon Dieu de lui pardonner, si c'est pas d'avoir tué la pauvre petite? Et maintenant, il a l'aplomb de revenir à Overton Lodge avec sa nouvelle femme. Il est vrai qu'il avait bien l'impudence de l'y amener du vivant de la première. Je vais vous dire, monsieur l'inspecteur, votre devoir, c'est de l'arrêter et de le faire pendre. Je vous remercie, Mrs. Kinnan. Par ici, s'il vous plaît. Le faire pendre. Sergent Trigg. Monsieur? Nous allons faire un tour à Overton Lodge. C'est une chose déplaisante que toutes ces inscriptions sur le mur d'enceinte d'Averton Lodge, monsieur. Et que dites-vous de ce dessin-là, gravé dans le bois de la porte? Un gibet garni de son pendu avec pour légende ce mot « assassin ». Ah, la police. Nous aimerions parler à Mr. Hale. Ils ont cassé les carreaux et écrit des malhonnêtetés partout, les malfaisants. Je me demande ce que Mr. Hale va dire quand il verra ça. Mr. Hale n'est pas encore arrivé? Ils ont fait tout ça la nuit, quand les gens comme ils font sont au lit. Ils m'ont bien réveillé avec leur sabbat. Mais j'avais filé avant que je les rattrape, les malandrins. Le vieux est sourd comme un pot. Mr. Hale est-il arrivé? Hein? Pas encore. Il m'a envoyé un mot de billet. Que j'aille à l'attendre demain matin avec sa nouvelle femme. Il y a aussi ce Mr. Julian Drew qui doit arriver de son côté. Peut-être que vous voudriez rentrer pour voir les dommages. Hein? Un beau gâchis avec tous les carreaux cassés et les pierres qu'ils ont passées au travers. Conduisez-nous. Oui.
Vous voyez, à l'étage, c'est du pareil au même. Tiens. Et là, sa chambre, la pauvre homme. Et ils ont tout cassé dedans aussi, les malfaisantes. On comprend mal qu'une femme comme devait l'être Mrs. L ait pu vivre dans cette chambre. La tapisserie est hideuse. Et regardez, Trigg, là, juste au-dessus du lit, cette tache de graisse. Je la vois dans ce lit où elle dormait. Et où elle est morte, la pauvre homme. Et c'était juste à la saison où on coupe les fougères. Adam, qu'elle m'a dit, Adam, j'ai pas confiance en lui. Je pense pas qu'il me veuille du bien. Je serais pas surprise qu'il me fasse du mal un de ces jours, qu'elle m'a dit. Oui. Et moins d'une semaine plus tard, elle était morte. Qu'est-ce que vous venez de dire? Hein? Rien, monsieur. J'ai rien dit. Vous voulez peut-être voir les autres chambres aussi? Oui. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une boucle d'oreille. Ce bijou appartenait à Mrs. L. Hein? Mrs. L? Mrs. L portait jamais de bijoux, monsieur. Elle avait des tas d'argent, mais elle n'était pas de ces femmes qui se couvrent de ce genre d'affiqué. Oh, ça non. Enfin, voyons toujours les autres chambres, Trigg. Oui. Nous reviendrons demain bavarder avec Mr. Hell et Mr. Drew. Oui. Croyez-moi, inspecteur, je suis ravi de vous voir à Overton Lodge. Je me demandais si je n'allais pas moi-même rendre visite à la police. À quel propos, Mr. Drew? Pour lui demander si elle ne peut vraiment pas empêcher les mauvaises langues de clabauder au sujet de la mort de Claire, et surtout cette vieille sorcière d'Agnès Kinnan. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais peut-être dans le cas de Mrs. Kinnan, vaudrait-il mieux parler d'écran de fumée. Pourriez-vous être un peu plus explicite, Mr. Drew? Voyez-vous, inspecteur, je n'ai pas été sans observer une ou deux choses bizarres lors de mon séjour ici dans les semaines qui ont précédé la mort de ma cousine. Par exemple? Par exemple ceci. Quelques jours avant sa mort, le docteur Maitland est venu la voir. Elle avait eu une de ses attaques. Quand il est reparti, Mrs. Kinnan l'attendait au bas de l'escalier. Ils ont tenu une messe basse tous les deux, et j'ai vu distinctement le médecin glisser à la femme de charge quelque chose qu'elle a prestement fourré dans la poche de son tablier. Ah, Mr. Drew, vous étiez à Overton Lodge la nuit où Mrs. L est morte. Voudriez-vous nous conter comment les choses se sont passées? Bien volontiers. C'était un vendredi. Il y avait une sorte de bal costumé. Vers 10h, Claire m'a prié de l'excuser auprès de ses invités. Vers les 11h30, Jeffrey est rentré, épouvantablement ivre, je dois le dire. Il est venu tout droit dans ma chambre. Il est de ces types que l'ivresse met en veine de confidence. Mr. L vous aurait-il dit quelque chose qui vous ait particulièrement frappé? Il a bien marmonné quelque chose comme « Dieu me pardonne », mais peut-être faisait-il allusion à sa cuite. J'ai fini par le persuader d'aller se mettre au lit et j'en ai fait autant. Quand avez-vous appris la mort de votre cousine? En même temps que tout le monde, le lendemain matin. Ah, voici la voiture de Jeffrey. Si vous permettez, je vais le prévenir de votre présence. Que notez-vous, Trigg? Ce Mr. Julian Drew est un bon client pour les fabricants de brillantines, monsieur. Voyez cette tache sur le papier peint, à l'endroit où il a appuyé sa tête en nous parlant. Elle n'y était pas tout à l'heure. Mr. Hale, avant cette conversation que vous avez eue avec Mr. Drew, n'êtes-vous pas allé jeter un coup d'œil dans la chambre de votre femme? Jamais. Pendant que vous étiez chez Mr. Drew, vous avez murmuré quelque chose comme « Dieu me pardonne ». Voudriez-vous m'expliquer ce que cela signifiait? Je voulais qu'elle meure. Dieu m'est témoin que je le voulais. Mais je ne suis pour rien dans sa mort, pour rien. Oh. Excusez-moi, inspecteur, son m'énerve. J'ai eu des moments très pénibles. Je vous en prie, monsieur, reprenez-vous. C'est cet héritage qui a fait notre malheur. Claire n'avait jamais été vraiment amoureuse de moi, mais
Oh, nous nous entendions. Quand elle s'est trouvée à la tête de cette fortune, tout s'est mis à marcher de travers. Notre vie commune est devenue une farce. Vous devez bien deviner comment ça s'est terminé. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui m'a traité comme un être humain. Mais pas avant que Claire ait fait la même chose. Non, pas avant. Qu'entendez-vous par là? Je veux dire qu'elle avait pris un amant. Les derniers temps. Plus exactement, elle l'avait exhumé du passé. Un type avec qui elle avait été vaguement fiancée avant notre rencontre. Une espèce d'artiste du nom de Garth Heron. Il a trouvé le moyen de se faufiler ici lors d'un voyage d'affaires que j'ai fait en avril dernier. Quand j'ai vu que les choses en étaient là, il y avait une jeune fille à mon bureau, ma secrétaire. Nous nous sommes sentis attirés l'un vers l'autre et elle s'est trouvée attendre un enfant. Elle est venue me l'apprendre ce vendredi-là. Elle était toute bouleversée. Je suis sorti faire un tour pour réfléchir. J'ai fini par atterrir à l'auberge où je me suis saoulé. En rentrant, j'ai senti le besoin de parler à quelqu'un. C'est pourquoi je suis allé dans la chambre de Julian. Et lorsque j'ai dit « Dieu me pardonne », je suppose que c'est à elle que je pensais, à Kay. Ainsi, docteur Maitland, votre dernière visite à Mrs. Claire Hell a eu lieu le 9 mai. Exactement. Et elle est morte dans la nuit du 14 au 15. Nous sommes donc bien pour cette dernière visite dans les 15 jours réglementaires. Lors de cette visite, quelqu'un vous a vu remettre quelque chose à Mrs. Skinnen en cachette. C'était le médicament destiné à sa patronne, inspecteur. Le vrai médicament. Mrs. L n'avait à sa portée que des cachets factices. Elle était de ces malades qui se figurent hâter l'effet d'un remède en forçant la dose. J'avais donc dû m'en remettre à Mrs. Skinan du soin de lui administrer les vrais cachets en cas de besoin. C'étaient des cachets à base d'éphédrine et de luminal. À part Mrs. Skinan et vous-même, quelqu'un était-il au courant de cet arrangement? Le mari, naturellement. Le mari. Dans le cas de Mrs. L, quelle eût été la dose mortelle? Disons 4 à 5 cachets absorbés en une seule fois. Docteur, à supposer que Mrs. Hale ait absorbé une dose fatale accidentellement ou de toute autre façon. Après tout, elle aurait pu s'aviser de votre stratagème et dérober les vrais cachets à Mrs. Skinan. Une autopsie en ferait-elle la preuve? Plus maintenant. Il s'est écoulé trop de temps. Elle ne s'est pas fait embaumer comme sa tante, la vieille Miss Rachel. Mais si vous pensez à un suicide, inspecteur, vous faites fausse route. Mrs. Claire Hale n'était pas de ces femmes qui se donnent la mort. Elle était bien trop exhibitionniste, bien trop contente, au fond, d'être malade, croyez-moi. Essayez de vous souvenir, Rose. Dans cette nuit du 14 au 15 mai dernier, quand vous êtes revenu du village où Mr. Drew vous avait envoyé chercher des cigarettes... Oui. Mrs. Skinan et Mr. Hale étaient-ils déjà rentrés à Overton Lodge? La mère Kinan est rentrée plus tard, j'en suis sûre. Mais le patron, lui... Je suppose qu'il venait juste de rentrer. J'ai entendu quelqu'un qui tripotait le tableau de la sonnette. Ce truc-là qui marche jamais, accroché au-dessus de la porte de l'office avec des voyants, pour qu'on sache qui c'est qui vous sonne. J'ai regardé qui ça pouvait être. Et vous avez reconnu votre patron? Vous savez, il n'y avait pas de lumière. J'ai vu un homme grimper sur une chaise. Mais comment fait d'autres hommes dans la maison? Il y aurait que Mr. Drew. Et que celui-là, il est bien trop feignant pour faire quelque chose d'utile. Je voudrais vous montrer un objet, Rose. Avez-vous déjà vu cette boucle d'oreille? Oh, je pense bien. Elle est à Claudia Stone, la diseuse de Bonaventure. Elle portait la paire cette nuit-là pour le bal travesti. Voyons, Miss Stone, quand vous êtes montée vous coucher à Overton Lodge, ce vendredi soir, le 14 mai dernier, n'êtes-vous pas entré dans la chambre de Mrs. Hale, ne fût-ce qu'une minute pour lui souhaiter bonne nuit vers 10h30? Non. On vous a pourtant vu quitter sa chambre vers cette heure-là. On s'est trompé. Cette boucle d'oreille vous appartient, je crois, Miss Stone. Nous l'avons trouvée dans la chambre de Mrs. Hale. Et vous la portiez à cette soirée? Eh bien oui, j'ai été dans la chambre de Claire. Mais ce gigolo de Julian Drew a menti en prétendant m'y avoir vu. Je n'ai pas dit que Mr. Drew fut mon informateur. Non, mais ça lui ressemble tellement. Rectifions l'heure d'abord. Il n'était pas 10h30, mais près de 11h. J'avais regagné ma chambre depuis un quart d'heure, 20 minutes. J'écrivais.
J'ai entendu de drôles de bruits, je suis sorti. La porte de la chambre de Claire était ouverte. Il y avait quelqu'un de penché sur son lit. Il me tournait le dos. Il avait l'air de faire quelque chose comme d'arranger les oreillers de Claire. Quand il s'est retourné, j'ai filé chez moi avant qu'il m'aperçoive. Je lui ai laissé le temps de disparaître et je suis retourné chez Claire. C'est à ce moment-là que j'ai dû semer ma boucle d'oreille. Claire semblait dormir. Elle avait sur les lèvres un sourire paisible, heureux, que je ne lui avais jamais connu. J'ai compris tout de suite qu'elle était morte. Miss Stone, avez-vous identifié la personne que vous avez vue penchée sur le lit de Mrs. Hill? Peut-être. Qui était-ce? Devinez, inspecteur. C'est votre métier. Bon voyage à Londres, monsieur. Oui, Trigg, merci. Bien que je n'ai pas appris grand-chose au sujet de Garth Aaron. Notre artiste a quitté son appartement de Chelsea vers le mois de mai dernier pour l'Afrique du Sud. Pas de chance, monsieur. À la gare, à Londres, en attendant le train, j'ai acheté un livre. Je l'ai dévoré durant le trajet. Le voici, je vous le prête. L'artiste en crime, par Julian Drew. C'est l'histoire d'un crime parfait, fort ingénieux, vous verrez. Ah, dites-moi, Trigg, vous êtes un homme de la campagne, vous devez savoir à quelle époque de l'année on coupe les fougères. Les fougères, ça dépend un peu du temps qu'il fait. Normalement, c'est en octobre-novembre. Octobre-novembre. Curieux. Je crois, Trigg, que nous allons rendre une nouvelle visite à Mr. Jeffrey L. à Londres, puisqu'il est retenu dans la capitale par l'affaire qu'il y a montée en association avec Mr. Julian Drew. Je ne comprends pas, Jeffrey. Je n'ai pas trouvé ce matin sur mon bureau, comme je m'y attendais, le chèque en règlement de mes appointements mensuels. Julian, combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps? Mais, cher Jeffrey, loin de moi l'idée de mettre un terme à notre collaboration. Je détesterais me fâcher avec vous. Il me déplairait de devoir aller raconter à la police ce que vous savez. Tenez, Julian. Voilà votre argent. Des billets? Pourquoi pas un chèque? Comptez-les. Le compte y est, je vous remercie. Julian Drew, je vous arrête sous l'inculpation de chantage. Je ne me serais jamais attendu à pareil tour de ce faucheton de Jeffrey. Le juge devant lequel je comparus le lendemain renvoya l'affaire à huitaine et la police ne voulut pas entendre parler de mise en liberté sous caution. 8 jours plus tard, l'affaire fut de nouveau remise pour supplément d'information. Je compris ce que cela signifiait quand je fus conduit à Scotland Yard, où je me retrouvai en présence de l'inspecteur Harriot. Vous avez prétendu, Drew, que Mr. Hell, lorsqu'il est rentré à Overton Lodge, la nuit où sa femme est morte, est venu tout droit à votre chambre. Nous savons que ce n'est pas exact. Eh bien, oui, là... après tout, j'ai eu tort de couvrir Jeffrey jusqu'à présent. Il est d'abord allé chez sa femme. J'ai entendu des bruits suspects, je suis allé voir ce qui se passait, et je l'ai vu, lui, Jeffrey, penché sur Claire qui ne respirait plus, un oreiller à la main. Vous avez aussitôt saisi l'occasion de vous enrichir à ses dépens en monnayant votre silence. Et si cela était, pourquoi se laissait-il faire, dites? Parce qu'il a tué Claire. Alors, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? J'ai quelques objets à vous montrer, Drew. Vous avez déjà vu ce tableau de sonnerie? Je suppose que c'est celui de l'office d'Overton Lodge. Dans votre déposition, vous avez omis de dire que vous aviez jeté un coup d'œil à l'intérieur de ce tableau le soir du 14 mai. Et alors? Rose ne m'avait pas entendu sonner. J'ai regardé si cet appareil antédiluvien n'était pas détraqué. On peut toucher un appareil aussi bien pour s'assurer de son non-fonctionnement que de son fonctionnement. Nous avons trouvé à l'intérieur de celui-ci vos empreintes digitales. 2 séries d'empreintes, l'une récente, l'autre ancienne. Et cette bande de papier peint, la reconnaissez-vous? Elle a été prélevée sur le mur de la chambre de Mrs. Hell, au-dessus de son lit. Il y a dessus une tache sombre, due à un corps gras. Cette tache était là avant la mort de Claire. Longtemps avant?
Existait-elle déjà du vivant de votre tante, Miss Rachel? Je ne sais pas, je pense que oui. Oui, elle devait y être. Est-ce que vous pensez que je passe mon temps à étudier les taches des papiers peints? C'est en effet une vieille tâche, s'il faut en croire notre laboratoire. Voici maintenant une thé d'oreiller. Cette thé, c'est une chance que Mrs. Kinnan ait oublié de l'envoyer à la lessive avec le reste de la literie de sa maîtresse. Comme vous voyez, la toile porte 2 séries de taches en arc de cercle, comme celles que peuvent laisser les bouts des doigts des 2 mains appuyés de tout leur poids. Ces taches ont été analysées. Elles ont la même composition que celle du papier peint. Et la même que le contenu de ce flacon de brillantine trouvé dans votre chambre à Overton Lodge. Vous avez l'habitude de vous passer les mains dans les cheveux, Drew. Surtout lorsque vous êtes énervé. Vous ne cessez de le faire ici même depuis quelques instants. Miss Rachel, votre tante, est morte au mois d'octobre de l'année dernière, à l'époque où l'on coupait les fougères. Et elle n'est pas morte de sa belle mort. Nous l'avons exhumée. Elle s'était faite embaumer. Je crois que vous ignoriez ce détail. Cela a rendu l'autopsie possible après un si long délai. Elle a été assassinée, Drew, étouffée sous un oreiller. Pour peser sur l'oreiller, l'assassin a dû prendre appui de la tête contre le mur. Et pour s'assurer que la vieille dame, si elle revenait par extraordinaire à elle, ne puisse sonner pour appeler du secours, il a pris la précaution de mettre la sonnerie hors d'usage. J'ai lu votre roman, Artiste en crime. C'est un document fort intéressant. Il ne propose pas au lecteur un crime imaginaire. C'est en fait le récit d'un crime réel, perpétré. Vous avez gagné, inspecteur. C'est moi qui ai tué ma tante. Tel fut l'enchaînement de faits qui m'a conduit là où je suis, dans la cellule des condamnés à mort. Devant la cour d'assises, il n'a plus été question de l'accusation de chantage. À peine a-t-on parlé de Claire. En fin de compte, il n'existait pas la moindre preuve qu'elle ait été assassinée. Et pourtant, l'inspecteur Herriot reste convaincu que c'est moi qui ai tué aussi ma cousine. Oh, j'en ai eu l'intention, bien sûr. Elle m'avait promis de se souvenir de moi, et elle l'a fait. Mais quand je suis entré dans sa chambre pour mettre mon projet à exécution, Claire était morte. Quelqu'un m'avait devancé. Jeffrey est hors de cause, indubitablement innocent. Et moi, je vais être pendu. Je ne saurai jamais qui a tué Claire. C'est bien dommage. J'aurais aimé le complimenter. Entre artistes, cela se fait. Trick, vous êtes là? Me voici, monsieur. Savez-vous ce que je viens d'apprendre? Je sors de chez le coroner. Il a reçu une lettre extraordinaire d'Afrique du Sud. Devinez de qui? D'un mort. D'un mort? Je veux dire que cette lettre a été trouvée dans les papiers d'un homme qui est mort en Afrique du Sud. Cet homme s'appelait de son vivant Garth Aaron. L'artiste? Le premier fiancé de la première Mrs. Hill? Lui-même. Il est allé mourir en Afrique du Sud de tuberculose. Il raconte dans cette lettre les circonstances réelles du décès de Mrs. Hill. Le bal costumé du 14 mai était un stratagème pour lui permettre de venir à Overton Lodge sans éveiller les soupçons du mari. Garth Aaron n'était pas seulement peintre. Il avait également connu un certain succès dans les music-halls avec un numéro de travesti. Il est venu à ce bal déguisé en femme. Il est allé rejoindre Mrs. Hill dans sa chambre un peu après 10 heures pour lui dire adieu. Il l'a trouvé très affecté à l'idée de se séparer de lui une seconde fois, et sans doute à jamais, étant donné leur état de santé à tous les deux. Et elle est morte dans ses bras le plus naturellement du monde d'une crise d'asthme. Garth Aaron s'est embarqué le lendemain pour le Cap. Il s'est décidé à écrire au coroner de Markton quand les journaux sud-africains ont parlé de l'affaire d'Overton Lodge. Mais la maladie l'a empêché d'expédier sa lettre. Vous imaginez-vous, Trigg, que nous ayons fait condamner et pendre Julian Drew pour le meurtre de sa cousine? Quelle affreuse erreur judiciaire! Sans doute, monsieur. Mais de toute façon, il n'aurait été pendu qu'une fois. Sergent,